Bonsoir à tous, bonsoir sur cet épisode du mercredi, c'est Lecture dit. Aujourd'hui, nous avons la chance exceptionnelle d'avoir avec nous le plus mignon de tous les chatons. La preuve en image. Moi oui, oui, t'es un bon chaton. Oh. Ce soir, nous continuerons donc la lecture du livre Janois Vera. Nous sommes donc sur la deuxième Nous sommes sur la deuxième nouvelle qui s'appelle Mauvaise donne. Lors des précédentes lectures, nous suivions donc Benvenuto, un honnête assassin de la confrérie des chuchoteurs, qui a raté malheureusement son assassinat. Il est tombé dans un genre de guet-apens. La personne qui devait assassiner devait être un simple badaud, et finalement c'était quelqu'un de très important avec une armure. Et c'est pour ça que l'assassinat n'a pas réussi. Il a été poursuivi par une dizaine d'hommes, blessés, et lorsqu'il est allé voir son commanditaire, Don Mascarina, ce dernier avait lui-même été assassiné. La façon dont il a été assassiné faisait penser à la confrérie des chuchoteurs, comme si c'était un genre de règlement de compte. Après avoir pu discuter avec lui, oh, discuter est un grand mot, il avait la bouche cousue, nous avons appris que ce n'était pas la confrérie des chuchoteurs qui l'avait fait tuer. Mais alors, qui? Et ça, nous ne le savons pas. Benvenuto a pris quelques heures, peut-être quelques jours, pour se soigner. Il est allé se reposer dans une de ses cachettes, est allé se faire recoudre chez un de ses barbiers préférés. Et c'est justement là que nous reprenons ce soir, alors que le barbier lui propose, après l'avoir recousu, de lui faire la barbe. Les événements étaient vraiment en train de tourner à l'aigre pour votre serviteur. Manifestement, je me retrouvais impliqué dans une guerre intestine de la classe sénatoriale. Aux yeux de si nobles personnages, je ne valais pas plus cher qu'une tique. Dès que je quittais l'échoppe de Zani, donc le barbier, je filais me réfugier dans ma planque souterraine de Purpurezza. Une mauvaise surprise m'y attendait. Sur la farine que j'avais répandue dans la galerie d'accès aux catacombes, je découvris des traces de pas. 2 paires d'empreintes qui s'introduisaient dans la nécropole. Les intrus étaient chaussés de souliers ou de bottes souples. Les semelles étaient moins larges que celles qui avaient souillé les sols du palais Mascarina. Les nouveaux convives, de nouveaux convives venaient d'entrer dans la danse. Il ne s'agissait probablement pas de phalangistes. Je soupçonnais plutôt de respectables confrères de la guilde, peut-être précisément ceux-là qui avaient dépêché le podestat Morigini au cours de la nuit. Morigini au cours de la nuit. Comment m'avaient-ils découvert? C'était assez prévisible. Ils avaient dû se ménager un petit entretien avec Cardomna. Dans un accès de stupide vanité, je lui avais raconté que je connaissais les catacombes comme ma poche. J'espérais qu'il ne l'avait pas trop abîmé, pas trop maltraité. Mais j'en doutais. Cardomna est une fille à vendre. Je souhaitais simplement que ma tête lui avait rapporté une somme décente. Il va sans dire que je tournais les talons et que je m'empressais de dégarpir du cloaque Azotéo. Peut-être mes visiteurs étaient-ils animés d'intentions très urbaines et voulaient-ils juste tirer au clair le ratage de la Via degli Ducati et le massacre du palais Mascarina? Ou peut-être me croyaient-ils responsable de la liquidation de mon patron et me réservaient-ils un traitement semblable? Je préférais rester dans une expectative prudente sur leur projet. J'avais d'autres planques, moins difficiles à trouver, mais aussi moins sinistres, dont je n'avais pas glosé sur mon oreiller, dont je n'avais pas glosé sur l'oreiller. J'allais me réfugier dans une antique citerne de pierre, datant sans doute de l'annexion au royaume de Léomance. L'endroit ressemblait à une vieille cave, et on y accédait par une seule issue, un conduit par lequel circulaient les eaux de pluie. Si on avait l'idée d'aller me chercher là, cette cachette se transformerait en souricière. Si un orage éclatait dans la ville, je courais aussi le risque de me retrouver noyé. Mais les 2 hypothèses me semblaient suffisamment improbables pour que je décide d'y passer une journée ou deux.
Une fois au calme, je m'assis contre le mur de pierre fraîche. Il me fallait prendre du repos. Il me fallait aussi digérer ce que je venais d'apprendre. Le plus difficile à avaler, c'est qu'on m'avait payé pour liquider le podestat. Dans un sens, la situation n'était pas sans ironie. C'était le podestat, à Koelsbruck, qui avait fait de moi un assassin, bien avant que je ne sois abordé par les chuchoteurs. Et c'était moi qu'on venait de recruter pour le tuer. D'un autre côté, c'était peut-être le seul patricien de la classe sénatoriale auquel je me sois senti lié. Sa stratégie nous avait tiré d'affaire, nous autres, les simples soldats, à Koelsbruck. Tout comme le courage des phalangistes lui avait sauvé la vie en lui permettant de quitter la ville. La crise avait éclaté 5 ans auparavant. Ses causes en étaient bien complexes. Depuis la fin de la guerre des grands vassaux et la défaite du roi idiot au VIIe siècle, la République de Ciudalia et le duché de Bromael s'étaient alliés. Alliés du bout des lèvres, pour être tout à fait juste. Le duc Jourdain et le Sénat avaient favorisé la formation d'un État tampon, la marche franche, entre leurs territoires pour éviter des incidents frontaliers. L'alliance militaire et politique n'avait jamais été plus loin, en dépit des paroles fleuries que les patriciens de la Ciudalia échangeaient avec la haute noblesse de Bromael, par ambassade interposée. Le commerce avait toutefois prospéré entre le duché et la République. Bromael connaissait un état de guerre endémique. Les rivalités féodales, la lutte ancestrale contre les peuplades barbares d'Ouromagne, les querelles fratricides pour la conquête de la dignité ducale ensanglantaient sans cesse cette région, 5 fois plus vaste que l'étroite bande littorale contrôlée par la République. Ces conflits répétés saignaient la population du duché, ce qui importait peu à la République, mais aussi les coffres du duc et de ses vassaux. La noblesse de Bromael avait sans cesse besoin d'argent, et cette impécuniosité intéressait nettement plus nos élites. Nos patriciens et nos sénateurs se firent banquiers pour épauler les efforts de guerre du duc et de ses barons. À des taux usuraires, naturellement. Ainsi, Ciudalia accrut-elle son insolente richesse, tandis que la détresse financière du duché s'accentuait. À l'époque, je servais encore dans les phalanges. Une nouvelle guerre avait ébranlé le duché. Le comte Anguzel de Kimark s'était rebellé contre son suzerain et menaçait la capitale ducale. Plusieurs clans d'Ouromagne avaient pris les armes au même moment et ravageaient la région du Brochmel au sud du duché. Il était probable qu'il s'agissait d'une stratégie concertée pour prendre en tenaille le duc Ganelon. Celui-ci réagit avec son énergie et sa pugnacité coutumière. À la tête d'un banc affaibli, il bouscula l'armée de son vassal insurgé et le força à se retrancher dans son fief de Kimark. Puis, laissant juste son sénéchal et quelques troupes pour maintenir en respect les forces du comte Anguzel, il fit volte-face et marcha sur le château de Brochmel. Mais cette guerre avait vidé son trésor. Il envoya alors une ambassade à Ciudalia pour solliciter un nouvel emprunt auprès du Sénat. Cependant, les affaires étaient moroses à Ciudalia. La guerre en Bromael avait ralenti les échanges commerciaux, interrompu la plupart des versements effectués par la noblesse du duché aux banquiers de la République. La demande du duc fut mal accueillie. La plupart des prêts dont le duché avait bénéficié étaient en fait des arrangements privés, passés entre les aristocrates du Bromael et les grandes fortunes sénatoriales. Or, les sénateurs commençaient à craindre de ne jamais revoir leur argent. Ce fut alors que le podestat entra en scène. À l'époque, il briguait un nouveau mandat à la magistrature suprême, mais il n'était pas sûr d'obtenir un nombre de suffrages suffisant au Sénat. Il lança alors l'idée de profiter de la faiblesse du duc Ganelon, non pour lui accorder un nouveau prêt, mais pour lui réclamer le remboursement d'une partie importante de ses dettes. Le podestat mesurait très bien le caractère inique et irréalisable d'une telle initiative, mais il n'en avait cure. L'essentiel était de fédérer autour de lui le plus grand nombre de grandes fortunes et de patriciens. Le Sénat adopta à une assez large majorité sa proposition, et l'on renvoya l'ambassade bromaloise avec un ultimatum financier. Si le duc ne payait pas, ses intérêts seraient saisis sur le territoire de la République. Le podestat savait le duc Ganelon économiquement et militairement trop fragile pour tenter des représailles en confisquant les biens ciudaliens à Bromael. Il aurait risqué d'ouvrir un 3e front contre la République. Il est probable que sa seigneurie ducator misait simplement sur des tractations interminables qui lui laisseraient le temps d'être réélu
et envisageait ensuite d'assouplir sa position vis-à-vis du duché. Au cours de son procès, le podestat fut même accusé d'avoir entretenu une correspondance secrète avec le duc pour le tranquilliser sur ses options politiques à long terme. La chose ne fut pas prouvée, mais elle n'aurait pas été surprenante. Le duc Ganelon réagit toutefois de façon inattendue. Il accepta de payer et proposa de rembourser un quart de sa dette. Cela représentait une somme énorme, environ 900 000 florins. Un vent d'allégresse parcourut le milieu des riches marchands sudaliens. Mais les patriciens les plus fins s'inquiétaient également. Céder si facilement ne ressemblait pas au duc. Même s'il devait combattre sur 2 fronts, sa situation politique et militaire était loin d'être désespérée, et ne suffisait pas à expliquer une concession si spectaculaire. En outre, d'où pouvait-il tirer une somme pareille, alors que quelques semaines auparavant, il réclamait encore de l'argent? Les quelques appels à la prudence furent toutefois balayés par la cupidité légendaire de nos élites. Le Sénat accepta à une large majorité la proposition du duc en acclamant le podestat. Le duc Ganelon ne pouvait distraire des troupes pour convoyer l'argent jusqu'à Ciudalia. Ses émissaires proposèrent au Sénat d'envoyer un détachement armé prendre possession de la Somme à la frontière du duché. Le rendez-vous fut fixé à Caelsbruck. Le Sénat désigna logiquement le podestat Ducator, l'initiateur de cette opération fructueuse, pour aller chercher l'argent et le rapporter dans notre belle cité. On lui confia le commandement de 3 enseignes de phalangistes détachés du régiment Testa Negra. C'est ici que je suis entré en scène par la petite porte. Je servais, avec Welf, dans la 2e enseigne. Caelsbruck est une ville située à l'ouest du duché, à 2 étapes de la Marche Franche. Il nous fallut 10 jours pour la gagner, en remontant le cours de la Listrelle et en longeant le canton vert. Le podestat voyageait en litière. Il était tombé malade quelques heures avant notre départ, et la rumeur courait qu'on avait tenté de l'empoisonner. Sa réélection paraissait acquise, et avait dû indisposer certains de ses rivaux politiques. En chemin, il y eut un accident. Les éclaireurs de la première enseigne, commandés par le centenier Spoliari, furent accrochés par une bande de maraudeurs bien armés. Ils se dégagèrent sans mal et mirent en fuite l'adversaire. D'après le centenier Spoliari, les maraudeurs étaient des barbares d'Ouromagne. Cela ne surprit pas grand monde. On les prit pour des mercenaires licenciés par le duc Ganelon ou par le comte Aguzel, qui brigandaient en attendant une nouvelle embauche. Aucun officier, pas plus que le podestat, ne pouvait imaginer qu'il s'agissait de guerriers des clans. Nous étions bien trop au nord de l'Ouromagne et de Brochemel pour soupçonner qu'ils s'étaient infiltrés aussi loin dans le duché. L'arrivée à Caelsbruck fut lugubre. Nous étions pourtant entrés dans la ville en grand équipage, en ordre de parade, et le podestat lui-même, en dépit de sa faiblesse et de son teint terreux, avait décidé d'abandonner sa litière pour un destrier superbement harnaché. Mais la population nous accueillit dans un silence de mort, avec des yeux brûlants de haine. Nous en avions vite compris la raison. Le duc avait écrasé la population sous un impôt exceptionnel pour pouvoir rembourser Ciudalia. Réquisitions, confiscations, extorsions s'étaient multipliées au cours des dernières semaines. Certains bourgs et villages avaient même été pillés par les troupes ducales. Notre popularité était donc au plus bas. Mais le bailli Grunwald et le représentant du duc, le baron Anaroth de Traval, disposaient déjà de 700 000 florins et attendaient le solde dans les jours à venir. Ils offrirent l'hospitalité au podestat dans la maison de ville. Quant à nous, les phalangistes, on nous donna des billets de logement pour cantonner chez l'habitant. Inutile de dire que cela ne redora pas notre blason auprès des bourgeois de Caelsbruck. Les 200 000 florins que le podestat attendait encore n'arrivèrent jamais. À la place, ce furent une dizaine de clans d'Ouromagne qui se présentèrent devant les murailles. Le lendemain de notre arrivée à Caelsbruck, ils investirent les abords de la ville, incendiant les faubourgs, bloquant l'accès aux poternes, barrant les voies d'eau et les barges et les bacs écoulés. C'était une horde énorme, peut-être 6 ou à 7 000 guerriers. Un vent de panique courut sur la population. Il faut dire que la ville ne comptait pas plus de 10 000 âmes. Le bailli pouvait peut-être rassembler 2 000 bourgeois sans aucune expérience militaire pour garnir les murs. La seule garnison était formée d'une 40aine de sergents du guet, et le baron de Traval n'avait que 5 chevaliers bannerets sous ses ordres. Les 3 enseignes des phalanges formaient un détachement éprouvé,
mais ne comptait que 300 hommes. Les troupes du duc Ganelon, mobilisées contre le comte de Kimmark et dans la région de Brochmail, étaient à plus d'une semaine de marche. En outre, il était peu probable qu'elles aient pu quitter leur position. La situation était donc grave. 3 chefs barbares se présentèrent à la porte d'Effreux pour lancer un ultimatum. Il s'agissait du voïvode Béla, du voïvode Brankovan et du burgrave Bratislav. Dressés sur leurs étriers, ils sommèrent le bailli de verser un tribut de 500 000 ducats, sans quoi il mettrait la ville à feu et à sang. Le bailli Grunwald parvint juste à négocier une journée de trêve pour délibérer avec les notables. La réponse des assiégés devait être donnée le lendemain à midi. Il s'ensuivit une réunion très houleuse à la maison de la ville. Le détail en fut connu plus tard grâce au procès du podestat. Le bailli Grunwald et le baron de Traval étaient d'avis de puiser l'argent dans le trésor destiné à Sudalia. Le podestat refusait. Il proposa en vain de faire encadrer les défenseurs de Keilsbruck par les phalangistes, assurant qu'ainsi la ville ne tomberait pas. Peine perdue. Il proclama alors qu'il interdirait l'accès au coffre par ses troupes, et ce n'étaient pas des bourgeois sous les armes ou une poignée de sergents qui parviendraient à percer les rangs de la phalange. Le bailli rétorqua qu'il ouvrirait les portes de Keilsbruck aux guerriers des clans et qu'il les laisserait en découdre avec nous. Le podestat céda alors. Il accepta de payer. Ce que le bailli et le baron ne comprirent pas, c'est que le podestat ne pouvait céder. Son avenir politique s'en trouverait ruiné. Sa concession n'était qu'une feinte. Dans la nuit, il rassembla ses officiers, organisa un coup de force pour s'emparer de la ville et rompre toute négociation avec les barbares. Le centenier Célérina fut chargé de s'emparer des coffres et de les conserver sous bonne garde. Le centenier Matado reçut la mission d'abattre un des chefs barbares pour rompre les pourparlers, puis de s'emparer des portes de la ville. Dès les tractations rompues, le centenier Spoliari, sous le commandement direct du podestat, devait prendre le contrôle de la maison de ville et se saisir du bailli et du baron. Le coup dut être monté en quelques heures à peine, parce que, vers minuit, un estafier vint nous tirer du lit, Welf et moi. Le centenier Mastado nous convoquait pour préparer l'élimination d'un des chefs de clan. Il savait que nous étions 2 gaillards résolus. J'avais une réputation d'arbalétrier de premier ordre. Il nous faisait confiance pour dépêcher l'un des nobles d'Ouromagne. Il avait misé sur le bon numéro. À midi, le lendemain, le voïvode Béla tombait devant la porte d'Effreux, le crâne fendu par un vireton. Aussitôt ce fut le chaos, aussi bien hors des murs qu'à l'intérieur. Le voïvode Brankovan et le burgrave Bratislav tournèrent bride et regagnèrent les rangs des barbares au galop. Une clameur féroce monta des clans, et ils se préparèrent à attaquer la ville. Simultanément, notre enseigne, divisée en 6 quartiers d'une douzaine de phalangistes, s'emparait des portes de la ville. Le bailli Grunwald fut capturé par Spada Matado dans le corps de garde de la porte d'Effreux. Stupéfait, l'officier ducal se rendit sans résister. Il y eut davantage de grabuge à la maison de ville. L'enseigne du centenier Spoliari dut livrer combat contre le baron Anaroth et ses quelques vassaux pour s'empairer du bâtiment. 2 chevaliers de Bromael furent tués dans l'engagement, ainsi que quelques-uns des nôtres, et le baron fut lui-même blessé. Bien plus tard, au cours du procès du podestat, j'appris qu'il avait saisi de nombreux documents au moment de la prise de la maison de ville. Parmi eux se trouvaient certaines lettres de la chancellerie ducale adressées au baron Anaroth de Traval. Elles spécifiaient qu'en cas de menace de la ville par des troupes ouromagne, le baron avait toute autorité pour prélever le tribut qui serait exigé par les barbares sur l'argent à restituer à Sudalia. Lorsque le podestat fut traîné devant le tribunal des Neufs, ce furent ces lettres qui lui permirent d'échapper à l'échafaud. Le duc avait tenté de manœuvrer Sudalia. Si le podestat avait laissé l'argent passer entre les mains des barbares, il est probable que le parti belliciste aurait entraîné tout le Sénat à voter la guerre contre les clans. Il n'y a jamais eu de preuves formelles, mais il était probable que le duc Ganelon s'était arrangé pour que les chefs barbares apprennent l'énorme transaction qui avait lieu à Keilsbruck, et qu'il avait laissé la voie libre jusqu'à la ville. Il voulait entraîner la République dans sa guerre. Beau calcul. Cependant, le coup de force du podestat avait bouleversé la situation. La ville était entre nos mains, mais pour combien de temps ? Une bouffée de panique courut les rues de Keilsbruck.
Le peuple s'était trompé sur la nature des engagements qui avaient eu lieu, çà et là, et croyait que des barbares s'étaient infiltrés dans les murs, sur le rempart. Les bourgeois sous les armes risquaient de débanquer au premier choc, et les barbares abattaient déjà des arbres pour fabriquer des béliers, des clairs et des échelles rudimentaires. Ce fut alors que le podestat fit preuve de tout son talent politique. En moins d'une heure, il parvint à convaincre le bailli Grunwald de collaborer avec lui. Il le persuada que tous deux poursuivaient le même but, que les phalanges tiendraient Keilsbruck, avec ou sans l'appui des officiers ducaux, et que le duc Kenlon serait sans doute ulcéré d'apprendre que c'était un homme d'État étranger qui avait dû prendre en main le commandement de la défense. Le bailli céda et donna l'ordre aux guets et à la bourgeoisie sous les armes de collaborer avec les phalanges. Il était temps. Au milieu de l'après-midi, les clans lançaient un premier assaut contre plusieurs points du rempart. Les barbares furent repoussés, mais le danger vint alors de l'intérieur de la ville. La vérité au sujet du coup de force du podestat avait circulé dans la population, et le soir même plusieurs jurons des maîtres de guilde provoquèrent une émeute contre nos forces pour reprendre la maison de ville et délivrer le baron Anaroth. Les compagnons bouchers et menuisiers se montrèrent particulièrement acharnés et faillirent nous mettre en difficulté. Dispersés entre le mur et la ville, nous étions peu nombreux, et nos piques ne se prêtaient pas au combat de rue. Il nous fallut en découdre à la dague, à l'épée et à la masse contre la populace. Les affrontements durèrent une partie de la nuit, avant que nous n'écrasions la résistance. Le podestat organisa immédiatement une opération de police pour arrêter les meneurs et les fit pendre sans procès aux fenêtres de leur maison. Oh, bah oui, mon chaton. À l'aube, nous étions épuisés, mais il nous fallut retourner au mur pour repousser un nouvel assaut. Le siège dura 10 jours. 10 jours, cela paraît peu. Mais ce furent 10 jours pendant lesquels nous avons dû combattre coude à coude avec des gens qui nous haïssaient, qui risquaient à tout moment de changer de bord. 10 jours pendant lesquels nous étions sans cesse menacés par de nouvelles émeutes, pendant lesquels nous luttions pour une population dont les regards et le silence disaient tout le désir de meurtre. 10 jours pendant lesquels les barbares d'Ouromagnes se jetèrent contre le rempart avec une rage insensée. 10 jours pendant lesquels nous étions soumis aux volées de flèches, de pierres et de javelines. 10 jours qui me parurent durer 10 siècles. Les assauts des premiers jours ayant échoué, les barbares changèrent de tactique. Au lieu de tenter d'escalader le rempart, ils entreprirent de creuser une mine sous la tour Crassière, un élément clé des fortifications de Keilsbruck. Pendant près d'une semaine, un violent duel d'archerie eut lieu autour de la tour, aux premières loges desquelles j'eus l'inconfortable privilège de me trouver en raison de mes talents de tireur. Mais les barbares détournaient souvent notre défense en lançant des attaques contre les portes, et leur travail de sape avançait inexorablement. Au soir du 8e jour, nous sentions sous nos pieds les coups de pique et de marteau de l'ennemi. La situation était critique. Si la tour tombait, si une brèche était ouverte dans les remparts, la ville était perdue. Le moral des Keilsburgeois était au plus bas, et nous ne pouvions compter sur eux pour défendre leur cité quartier par quartier. Au contraire, ils seraient peut-être les premiers à nous attaquer pour venger leur ruine et tenter de concilier les vainqueurs. Le podestat tenta néanmoins un dernier barreau. Il organisa une sortie. Le 9e jour du siège, le centenier Célarina se rua hors des murs à la tête de la 3e enseigne et chargea les guerriers d'Oromagne qui creusaient la mine. Il bouscula l'ennemi, repoussa ou massacra les sapeurs, puis il organisa un périmètre de sécurité autour de la tour Crassière avec la moitié de ses hommes, tandis que l'autre commençait à combler l'excavation. Vers le milieu de la matinée, il parvint à repousser un premier assaut mal organisé, non sans essuyer des pertes. Les arbalétriers de la première et de la 2e enseigne se trouvaient en appui sur les murs et éclaircissaient les rangs de l'ennemi sous une grêle de traits. Hélas, le burgrave Bratislav prit le commandement du 2e assaut. Il neutralisa en partie les défenseurs sur la muraille en les prenant sous le tir en cloche d'une centaine d'archers. Simultanément, il attaqua la première enseigne à la tête d'une horde de 200 huskarls. Je n'ai jamais vu des guerriers aussi impressionnants. Cuirassés de brogne ou de brigandines grossières, ces brutes trapus balançaient des haches de bataille avec des cris fauves. Ils brisaient les piques des nôtres à coups de hache et engagèrent le corps à corps. La mêlée fut terrible.
Finalement, les phalangistes, acculés au mur, furent débordés, massacrés. Je vis sous mes yeux la tête tranchée du centenier Celarina, accrochée à l'arçon de la tête du burgrave Vratislav. La sortie avait échoué. Nous n'étions plus que 200 phalangistes. Et la nuit même, les barbares reprirent la sape. Cette fois, la situation était désespérée. La ville allait tomber, cela ne faisait plus de doute. Mais le podestat était tout sauf un perdant. Le podestat ne voulait rien lâcher, ni son or, ni son avenir politique. Le podestat ne s'avouait pas vaincu. Ce fut alors qu'il donna la mesure de toute sa ténacité et de tout son réalisme. Il fallait définir ses priorités. Il définit des priorités. Il fallait faire des choix. Il fit des choix. Il n'était plus en mesure d'éteindre l'incendie qu'il avait allumé. Quelle importance! Il changea simplement de ligne. Au lieu d'éteindre le feu pour lutter contre le brasier, il décida d'allumer un contre-feu. Il décida de donner la ville pour sauver l'or de Sudalia. Le 10e jour, il donna l'ordre secret au centenier Spoliari d'ouvrir la porte des Freux. Puis, pendant que l'ennemi se répandait déjà dans les rues, semant l'incendie, la désolation et la mort, nous sortîmes en bon ordre par la porte des pénitents, à l'autre bout de Caelsbruck. Au milieu de nos faisceaux de piques, le podestat chevauchait le poing sur la hanche, suivi par sa litière chargée d'or du Sénat. Quelques bandes de barbares nous attaquèrent, mais nous parvînmes à nous frayer une route sanglante vers la marche franche. Le gros des guerriers d'Ouromagne préféra se ruer sur la ville, proie offerte bien plus tentante que nos rangs hérissés de fer. La dernière image que j'ai gardée de Caelsbruck, ce sont des panaches de fumée noire dans le ciel de Bromael. Salut Mika26, merci d'être là. Comment va? À Ciudalia, le podestat fut accueilli en triomphateur. Les façades des maisons et des palais furent pavoisées de bannières et de tapisseries précieuses en son honneur. Le Sénat lui accorda la distinction de bienfaiteur de la République, et une délégation de patriciens, issue de 3 partis, lui offrit solennellement les clés de la ville. Poudre aux yeux. Alors que la population entière lui faisait sa fête, les rivaux politiques du podestat préparaient déjà sa chute. Le podestat était devenu trop populaire auprès de la troupe, mais aussi trop populaire auprès de la plèbe, qui aime se créer des héros, et n'avait saisi de l'affaire Caelsbruck qu'un conte simpliste, à dessein enjolivé par les partisans de la famille du Cator. Les premières attaques furent larvées. Certains sénateurs du parti plutocrate s'étonnèrent de ne trouver dans les coffres de Bromael que 700 florins au lieu des 900 000 promis par le duché. 700 000 florins au lieu des 900 000 florins promis par le duché. Les plus mesurés insinuèrent que le podestat s'était laissé trop facilement fléchir par les officiers du duc, voire qu'il s'était laissé berner. Mais d'autres, plus incisifs, faisaient circuler des calomnies sur son compte, dans les ruelles de la ville et dans les couloirs du palais curial. On chuchotait que c'était le podestat lui-même qui avait détourné 200 000 florins. Ces premières manœuvres restèrent toutefois insuffisantes pour déstabiliser le podestat. Le coup décisif vint de Bromael. Écoute Mika, ça va bien. Je découvre avec vous donc Janou Avera de Jean-Philippe Jaworski, qui est un super ouvrage. Et donc là, le texte en question s'appelle Mauvaise donne. Dans le mois qui avait suivi la chute de Caelsbruck, le duc Ganlon était parvenu à redresser la situation. Les clans avaient pillé Caelsbruck, s'étaient retirés en Ouromagne, chargés de butin. Ceux qui maraudaient encore en Brochmel, affaiblis par cette désaffection, furent écrasés par l'hoste du duc. Cela a permis à l'armée ducale de faire volte-face et de revenir assiéger le château de Kimark. Le comte Anguzel négocia alors sa reddition. Le duc ayant rétabli son autorité sur l'ensemble de Bromael, il envoya une ambassade à Ciudalia pour dénoncer la trahison du podestat à Caelsbruck et menacer de guerre la République. La menace était-elle sérieuse? Le duc était certes un chef militaire de première force,
mais ses troupes sortaient d'un conflit éprouvant et ses coffres étaient vides. Ciudalia ne pouvait aligner les 4 régiments de phalange sénatoriale et disposait d'une opulence qui lui permettait de recruter des milliers de mercenaires. La confrontation semblait peu probable. Mais les adversaires politiques de la famille Ducator saisirent l'occasion au vol. Ils répandèrent le récit de la chute de Keilsbruck dans toute la République, forgèrent une légende noire autour du podestat, l'accusèrent d'avoir voulu faire basculer la République dans une guerre contre l'un de ses plus anciens alliés. Quelques semaines après son retour glorieux à Ciudalia, le podestat fut déposé et convoqué devant le tribunal des Neufs. Les rancœurs et les jalousies accumulées contre lui dans la famille patricienne donnèrent libre cours à un torrent de vindictes et de fiel. Sa seigneurie Léonide Ducator n'échappa à la sentence capitale que parce qu'il produisit la preuve que le duc avait tenté d'instrumentaliser le Sénat. Mais il fut condamné à l'exil. S'il s'avisait de revenir sur le territoire de la République, il serait immédiatement mis à mort. À cette époque, les officiers survivants qui avaient secondé le podestat à Keilsbruck, les centeniers Spoliari et Matado, furent cassés de leur grade. Les simples vétérans, comme Welf et moi, furent considérés avec suspicion et sujets à des brimades. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté la phalange. L'ironie du sort voulut que 4 ans plus tard, le podestat fut amnistié par le Sénat. Sa seigneurie Ducator s'était installée à Elissa, la capitale du royaume de Rhécine, et on le soupçonnait de conseiller le Shah Eurymaxas dans sa politique économique et militaire. Les voies maritimes de la République connaissaient une recrudescence de piraterie, et d'aucuns soupçonnaient la main de sa seigneurie derrière les coups portés au commerce en mer. Armateurs et fratries marchandes se plaignirent auprès du Sénat. Finalement, la grâce du sénateur Léonide Ducator fut négociée, et il reprit sa place à Ciudalia, au palais curial, au milieu de ses pairs. Le podestat était moins dangereux à Ciudalia, entravé par le faste et les intrigues sénatoriaux, que proscrit et trafiquant pour le compte de puissances étrangères. Je venais de débouler au beau milieu de ce jeu de quilles avec une notable inconscience, muni en tout et pour tout d'un contrat et d'une malheureuse dague. Petit exécutant au service de haine patricienne et de calculs sénatoriaux, chargé de frapper en aveugle l'un des hommes d'État les plus retors de tout le littoral héridien. Affligeant. Ma vie ne valait pas plus qu'un pet de mouche. Qui voulait tuer le podestat? Je pouvais raisonnablement soupçonner la moitié du Sénat, sans oublier l'étranger. Peut-être le Shah Eurymaxas n'avait-il pas apprécié le départ de son conseiller? Peut-être le duc Ganlon avait vu d'un mauvais œil le retour aux affaires du sénateur Ducator. Quand bien même j'aurais su qui m'avait recruté, à quoi cela m'aurait-il avancé? Sans doute à courir des risques accrus de terminer la tête dans un sac, à courir les crabes au fond du port. Recroquevillé au fond d'une citerne, seul, percé et recousu, avec ma fin prochaine pour toute perspective, je fus bien tenté de me laisser aller au désespoir. Les genoux sous le menton, les bras serrés sur ma carcasse en sursis, je me mis à grelotter. Et je savais que ce n'était ni le froid ni la fièvre. Le vétéran des phalanges, l'assassin sans scrupules, autant de défroques qui tombaient devant mes certitudes. J'avais suffisamment tué pour connaître la fragilité d'un homme. À quoi se réduisait Benvenuto Gesufal, finalement? Un type louche, plus craint que respecté, sans réelle envergure. Quelques années vides envolées, 130 livres de viande plus très fraîche, destinée à pourrir tôt ou tard. Plutôt tôt que tard. Un grand frimas intérieur glaçait ce qui restait de mon âme. Et moi, je n'avais même pas eu le temps de distribuer des piécettes aux petits mendiants de la Piazza Pascadilla. Je commençais à m'apitoyer sur moi-même. Les choses étaient claires, le drame était joué. J'attendais que le rideau tombe. Ce fut la Via Mala qui me sauva la vie. En pleurnichant sur ma destinée médiocre, je m'attardais sur les bons moments de mon existence. Je revis mon petit Galta, les patriarches qui me saluaient le matin, mes vagabondages vers le port, dans le quartier des abattoirs. Je revis le sang qui court sur le pavé, les essaims de mouches, les colonies de rats. Je sentis à nouveau les effluves de merde de chair rouge et bleue. J'eus à nouveau dans l'oreille le cri inquiet des bêtes, devinant la mort.
et je compris que j'étais comme le bétail. J'attendais le couteau du boucher, en me pissant dessus avec l'abnégation stupide des ruminants. Les prêtres, les philosophes et les cyniques qui affirment que tous les hommes sont égaux dans la mort sont des fiefés menteurs, ou des fiefés imbéciles. Il y a mourir et mourir. La mort, c'est comme la vie. On crève en gueux, en bourgeois ou en aristocrate. Et voilà que je me préparais une fin bien minable, celle d'un porc suspendu à son crochet. Puisqu'il n'y avait plus d'espoir, à quoi bon le désespoir? Puisqu'il fallait passer, autant le faire avec style. Agir encore, pour combler le néant, transformer ma mort en projet, puisqu'il n'y avait plus rien d'autre d'avenir. Je repensais au centenier Célarina, ou à ce jeune crétin de Patrice Morini accroché à son ivoire. Voilà des hommes qui, s'ils n'avaient pas su sauver leur peau, l'avaient donné avec élégance, plein de rage, plein de force, plein de souffle, jusqu'à la fin. Peut-être avait-il même éprouvé la délivrance avant de rendre l'âme. Peut-être encore craindre un homme qui ne craint plus la mort. Il est libre, il est serein, il est vivant. Quelle joie sauvage on doit ressentir alors, à maîtriser la bête, à se détacher de tout, à mépriser ce qui fait marcher le monde. Je ne valais peut-être pas grand-chose, mais je pris conscience que je ne voulais pas terminer saigné comme un mouton. Je valais mieux que ça, ou pire que ça. Peu importait, je valais autre chose. Après tout, au moment même où je frissonnais de peur, le podestat lui-même devait avoir des sueurs froides en me sachant toujours dans la nature. Cela me fit ricaner. Le sénateur et le second couteau unis par la même frousse. Est-ce que le podestat s'avouait vaincu pour autant? J'aurais misé tout l'heure de la République sur le contraire. Il devait faire ratisser la ville entière, employant la corruption, la menace, la toile complexe de ses réseaux de fidélité et d'obligation, afin d'essayer de m'identifier et de me localiser. Pour lui aussi, c'est une question de vie ou de mort. Sans doute me voyait-il dans la foule des solliciteurs, dans la démarche nonchalante des passants, dans le regard insistant des curieux, dans le sourire de ses pairs, dans les recoins sombres de son palais. Sans doute redoutait-il à chaque instant le carreau, le poignard ou le lacet destiné à l'envoyer chez l'embaumeur. Allais-je décevoir ses attentes? Certes non. J'avais tué le voïvode Bella, j'avais survécu à Keilsbruck, j'avais porté la main sur le podestat. Ils étaient rares les hommes qui pouvaient se vanter d'avoir commis des crimes ou des exploits comparables. Après tout, même si je sortais du ruisseau, même si je crevais de trouille, je ne représentais pas moins qu'une sorte d'aristocrate de la crapule. Il me fallait réagir en tant que tel. Il me fallait réagir. Et ce fut ainsi, dans la pénombre humide qui sentait la vieille pierre et la moisissure, avec ce nœud d'angoisse et de morbidité lové au fond du cœur, que je finis par me forger une détermination nouvelle. Je retrouvais ma lucidité acerbe, mon sens des affaires, ma carapace d'égoïsme. Je retrouvais mon audace calculée, ma moralité biaisée, ma ténacité rageuse. Je retrouvais Benvenuto Kesufal. Et je repris toute l'affaire, froidement, méthodiquement, comme devait le faire le podestat au même moment pour m'identifier et me neutraliser le premier. Un à un, je fis défiler les souvenirs, les informations, les indices. Don Mascarina dans le patio de l'Olivier, qui ne voulait pas d'un attentat à l'arbalète. Welf, au banc de nage, stupéfait par la gravité de la crise avec le royaume de Racine, qui demandait ce que faisait le podestat. L'arrivée des deux masques à la maison des Lauriers, et le regard du chérubin qui avait passé sur moi presque d'emblée. Le murmure incompréhensible que j'avais entendu juste avant de frapper, et les sortilèges qui avaient couvert le podestat dès que je l'avais dagué. La présence de Spada Matado au milieu du coupe-gorge, l'officier de confiance du podestat, déjà impliqué dans les manœuvres criminelles de Keilsbruck. L'élimination de Don Mascarina, déguisé en règlement de compte interne de la guilde, l'implication des phalanges, le meurtre du podestat Morigini, le ténor plutocrate passé aux thèses bellicistes. Avec une excitation croissante, je saisis plusieurs fils de l'intrigue, et j'eus le sentiment de commencer à débrouiller les chevaux. En adoptant certaines perspectives, en me glissant dans la peau des grands rapaces qui nous gouvernaient, en essayant d'embrasser leurs intérêts, leurs précautions, leurs concupiscences, les choses devenaient claires, les choses devenaient simples, tortueuses, effrayantes, mais évidentes. Bien sûr, mes hypothèses pouvaient se révéler complètement erronées, mais mon intuition de truand
pas tenté me soufflait le contraire. Mes déductions me séduisaient, et plus je les passais en revue, plus je les trouvais cohérentes. Je décidai de les adopter comme postulat sur lequel fonder ma stratégie. Il fallait définir des priorités. Je définis des priorités. Il fallait faire des choix. Je fis des choix. Je n'étais plus en mesure d'éteindre l'incendie que mon attentat raté avait allumé à Ciudalia. Quelle importance! J'allais simplement changer de ligne. Au lieu d'éteindre le feu pour lutter contre le brasier, je décidai d'allumer un contre-feu. Pour sauver ma peau, j'allais passer à l'offensive. Le lendemain, au milieu de la matinée, je me rendis sur la colline Torosella et je me présentai ouvertement aux portes du palais du Cator. Au milieu de la presse des clients, des commis, des avoués, des importuns, des élégants et des parasites, je me campais solidement sur mes jambes, le menton levé, la main posée sur le pommeau de l'épée. « Je sollicite une audience auprès du sénateur du Cator, clamai-je avec arrogance. « Je suis le spadassin qui a tenté de le poignarder il y a 2 nuits. » En l'espace d'une respiration, la foule se figea autour de moi. Un nécromancien venant d'incanter le sort mythique, chute de nécropole, n'aurait pu obtenir meilleur effet. Les plus vifs et les plus craintifs s'éparpillèrent courageusement dans toutes les directions. D'autres me dévisageaient, assez stupidement. Et je contemplais une galerie assez réussie de toutes les expressions que peut susciter la stupéfaction. Certains devaient me prendre pour un fou, d'autres pour un plaisantin ne reculant devant aucune vulgarité. De façon assez incroyable, personne ne leva la main sur moi. J'avais pourtant repéré 4 ou 5 fiers-à-bras qui portaient l'épée au côté, sanglés dans des pourpoints joliment cintrés. Sans doute veillaient-ils à la sécurité des abords du palais. Éparpillé au milieu des chalands, ils me fixaient d'un air ahuri. Je toisais ce ramassis d'abrutis avec un mépris ostentatoire. Puis je poussai un soupir compassé et je repris d'une voix forte. « Je souhaiterais obtenir un entretien avec sa seigneurie. Elle me connaît. J'ai déjà eu l'honneur de la daguer. » Cette fois, le message sembla s'imprimer dans toutes les cervelles. Dans un bel ensemble, courtisans, bourgeois, artisans et laquais prirent la poudre d'escampette. En revanche, les porte-glaives de la maison du Cator et quelques gentilshommes plus braves que la populace portèrent la main et l'épée et fondirent sur moi. En un instant, je me retrouvai cerné de fer. La plus grande confusion régnait alentour. Un peu partout, la foule épouvantée retentissait de cris concurrents. « Au meurtre !» et « À mort !» Cacophonie que j'aurais sans doute trouvé cocasse si je n'en avais été l'objet. Les vaillants breteurs qui me tenaient en respect paraissaient eux-mêmes fort partagés, pour ne pas dire perturbés. Ils n'avaient manifestement aucune idée sur la conduite à tenir. 2 d'entre eux, au faciès particulièrement intelligents, me piquaient la gorge de leurs épées, et je craignais qu'une impulsion irrationnelle ne les pousse à me priver de mon joli filet de voix. L'un soutenait qu'il fallait me livrer aux algusiles, l'autre qu'il fallait prévenir sa seigneurie. Un troisième criait de prendre garde, qu'il s'agissait peut-être d'une diversion. La situation devenait embarrassante. Rassurés par le faisceau de lames qui me neutralisait, certains badauds revenaient de leur frayeur et commençaient à ramasser des pierres. Ce fut alors qu'une voix autoritaire et grave tonna depuis l'intérieur du palais. « Lupo, Potenza ! Cette agitation est inadmissible. Désarmez cet imbécile et entravez-le. Soustrayez-le immédiatement à l'attention de la rue. » Je frémis au son de cette voix, puissante, teintée peut-être par un soupçon d'accent. Je l'aurais reconnue entre 1000. C'était celle du sorcier. Je jetai un coup d'œil rapide dans sa direction, mais j'eus à peine le temps d'entrevoir une silhouette maigre que l'ombre du porche. Une silhouette maigre dans l'ombre du porche, et je reçus un choc violent sur la nuque. À moitié sonné, je tombais en avant, en m'ouvrant le long du cou une belle estafilade contre le fil d'une épée. J'avais atterri à genoux, et je ne devais plus avoir l'air très dangereux. Pourtant l'un des breteurs m'allongea un coup de botte dans le ventre. L'impact me coupa la respiration, et rayonna comme un dard barbelé dans ma blessure encore fraîche.
J'aurais cru saisir que le type qui venait de m'infliger cette douceur était le dénommé Potenza. Tout en hoquetant de douleur, je me disais « Potenza, mon garçon, si jamais je m'en sors, je t'en réserve une gratinée. » Ça ne m'empêchait pas de me tordre sur le pavé. Les porte-glaives en profitèrent pour me délester de mes armes et pour me ligoter les poignets et les coudes dans le dos. Puis ils me traînèrent dans le palais, me jetèrent dans le dallage d'une cour intérieure. J'entendis de rechef la voix du sorcier. « Bâillonnez-moi ça, les yeux aussi. » La chose fut faite en un tournement. Je dois confesser que je sentis une pointe de panique à me sentir ainsi muselé et aveuglé. Cela me faisait penser à Don Mascarina dans son jardin. « Portez-le dans les combles, » dit ensuite le sorcier, « et veillez à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. » On me remit sur pied sans ménagement, et en me soulevant sous les aisselles. Puis des poignes solides me dirigèrent brutalement dans un parcours chaotique. À l'oreille et à la fraîcheur de l'air sur ma peau, je devinais des corridors plongés dans la pénombre, de vastes pièces aérées, sans doute protégées du soleil par de grands voilages. On me fit escalader de nombreuses marches. Vers la fin, je compris que nous devions être arrivés au grenier parce qu'un plancher grinçait sous nos pas et parce que la température devenait chaude. Quelqu'un me faucha sans prévenir et je m'étalai plutôt rudement sur les planches rugueuses. Le choc lança un nouveau coup de poignard dans ma plaie et m'arracha un gémissement. Encore étourdi, on me trancha mes liens, on me colla assis contre une poutre et on m'y rattacha solidement. J'entendis des pas s'éloigner, une trappe se rabattre. J'étais seul. Il me fallut quelque temps pour me remettre. D'ordinaire, j'aurais essuyé ces mauvais traitements en serrant les dents, mais avec une certaine philosophie. Cependant, dans les circonstances précises, ma blessure au côté me faisait un mal de chien, et je craignais que la plaie ne se fût déchirée. En outre, j'avais des difficultés à respirer avec le bâillon, et je n'étais pas fait pour m'aider à retrouver mon calme. Et ce n'était pas fait pour m'aider à retrouver mon calme. À la longue, je finis toutefois par discipliner mon souffle puis ma souffrance. En définitive, et malgré les apparences, la situation se présentait plutôt sous de bons auspices. J'étais certes désarmé, prisonnier, ligoté, bâillonné, mais j'étais toujours en vie. C'était déjà un sacré pari que je venais de remporter. J'avais couru un risque considérable de me retrouver lynché par la foule ou trucidé sommairement par les spadassins du podestat. En outre, je n'avais pas vu Spada Matado parmi les hommes de main du podestat. Il était probable que personne ne m'avait identifié. Sans doute étais-je toujours un anonyme. C'était une carte mineure, mais elle pourrait peut-être m'être utile. Seul un détail me tracassait. Pourquoi m'avait-on enfermé dans les combles ? C'était assez bizarre comme initiative. Le palais du Cator devait regorger de caves, de celliers, voire de cachots et d'oubliettes. Il aurait été plus simple et sans doute plus sûr de m'y cadenasser. Mais le grenier ? Farfelu. Une idée de sorcier. Je ne me trompais pas. C'était typiquement une idée de sorcier, une idée bien perverse. Et il me fallut peu de temps pour en saisir l'intention. Le soleil brûlant de Soudalia tapait sur les toits du palais, flamboyait sur les girouettes, amollissait le plomb des couvertures. Les tuiles, saturées de chaleur, craquaient parfois dans un bruit de vieille poterie. J'imaginais l'air surchauffé au ras du toit, frissonnant d'ondes incandescentes. En dessous, c'était l'enfer. La terre cuite des tuiles rayonnait comme des parois d'un haut fourneau. Au bout de quelques minutes, je n'avais plus un poil de sec. Puis je me mis à ruisseler. Je sentis mon bandeau et le bandage de mon pansement s'imbiber comme des éponges. Je m'asserrais dans mon pourpoint de cuir comme une bavette dans un courbouillon. Le pire, c'était la soif. Mon gosier se gerçait de sécheresse. Ma langue, enflée et crayeuse, râpait contre la bourre grossière qu'on m'avait fourrée dans la bouche. Ma tête s'emplissait de paysages désertiques, d'étendues poussiéreuses, de sable calciné, de sol fendillé. Et ce supplice-là dura plusieurs heures, une éternité. Quelqu'un finit toutefois par me rendre visite. J'entendis d'abord la trappe grincer, puis un pas approcher. Il y eut une station.
On déposa un ou deux objets sur le parquet, puis le plancher gémit à nouveau sous un pas mesuré, et je distinguai une présence qui tournait lentement autour de moi. L'inconnu s'arrêta à nouveau devant moi. Je perçus le froissement soyeux d'une étoffe, comme si l'on ôtait un manteau, si on s'accroupissait. Je sentis un parfum musqué, subtil, qui évoquait un monde de luxe, de séduction vénéneuse. On m'arracha mon bâillon. Aussitôt, je recrachai le torchon qu'on m'avait enfoncé dans la bouche, non sans baver et octer. Je pris une grande inspiration qui emplit mes poumons d'un air étouffant. L'inconnu me laissa reprendre ma respiration, puis je sentis des mains sur mon bandeau. Je retins mon souffle. On me rendit la vue. Le grenier était plongé dans une pénombre traversée de rares raies de lumière, de rares raies de soleil, aussi je ne fus pas ébloui. J'eus un sursaut. L'homme était penché sur moi, son visage proche à me toucher. Ce n'était pas un Ciudadien, ce n'était pas un natif d'aucune région du vieux royaume. Sa peau, satinée et très sombre, était celle d'un Moricaud, un Récinien. Il portait une longue crinière crépue et noire, coiffée en centaines de tresses où s'entrelaçaient des fils d'or et des rubans de pourpre. Sa tête était longue, avec un front puissant, le nez busqué d'un épervier. Des scarifications couraient sur ses joues et ses pommettes, formant un visage brun en un masque vivant. Il portait un juste-au-corps très ajusté en soie de Valanaël, à la fois fastueux et sobre, et une gandora légère taillée dans une étoffe bleue et vaporeuse. Il se recula un peu mais resta accroupi, les poignets sur les genoux, à me fixer avec l'impassibilité d'une pierre. Ses mains, fines et maigres, étaient couvertes par un réseau dense de figures et d'idéogrammes tracés au séné. De grands ongles taillés en pointe leur donnaient l'aspect de cerf. Le Récinien me détailla un long moment sans un mot. Cela me laissa le temps de découvrir les objets qu'il avait posés non loin. Un gobelet d'étain et une cruche remplie d'eau claire. Je me mis à saliver comme un chien, à déglutir douloureusement. J'essayais de dissimuler cette faiblesse, mais mes yeux étaient tirés malgré moi vers le pichet. Soudain, le Récinien bougea. Il semblait avoir repéré l'encoche dans mon pourpoint de cuir. Il y avança le bras dans cette direction, appuya fortement 2 doigts sur ma blessure. Je fis un bond, me cognai la nuque contre la poutre à laquelle j'étais attaché. Un sourire cruel anima fugitivement son masque sombre. « Ainsi les hommes de Matado ne mentaient pas, dit-il. Ils vous ont bien touché. Vous avez fui avec une telle vélocité que je ne les avais pas crus. » À peine un soupçon d'accent. Je m'en doutais. Sa voix posée et grave était celle du sorcier. Je lui aurais volontiers balancé 1 ou 2 insultes bien ordurières choisies dans le répertoire d'obscénités de Cardamna, mais ce n'aurait pas été très avisé. Le type avait l'air passablement vicieux. Et ma gorge était si serrée par la soif que je risquais de m'étrangler de façon piteuse. « C'est très obligeant de votre part d'être ainsi venu à nous, » reprit le sorcier. « Vous nous épargnez des recherches fastidieuses. Je suis certain que sa seigneurie sera sensible à votre geste. »« Je veux parler à sa seigneurie, » dis-je d'une voix passablement éraillée. « Je l'ai très bien saisi. Vous avez été on ne peut plus clair sur ce point ce matin. Allez transmettre ma requête au sénateur. » Il plissa les yeux en une expression menaçante. « Une injonction » dit-il en détachant les syllabes. « Vous ne manquez pas d'audace, mais les circonstances ne vous permettent plus d'émettre des exigences. Du reste, vous ne pouvez voir sa seigneurie. Elle est absente. Elle siège depuis l'aube au palais curial. Le Sénat doit procéder au remplacement du podestam origini. Mais c'est une crise qui ne doit pas vous être complètement étrangère. J'attendrai que sa seigneurie soit disposée à me rencontrer. Vous pourrez attendre longtemps. Sa seigneurie a fort à faire et ne s'occupe pas des affaires de basse police. En revanche, vous pouvez me confier le message que vous désirez lui transmettre. Je lui rapporterai dès ce soir. Pas question.
Je ne sais pas qui vous êtes, et vous n'êtes même pas un citoyen de Ciudalia. Il m'adressa un sourire condescendant. Détrompez-vous. Le Sénat m'a accordé la citoyenneté grâce à l'intercession de sa seigneurie. Je suis le sapientissime Sassanos, astrologue attaché au service du sénateur Ducator. Et pour ma part, serait-il indiscret de demander à qui j'ai honneur? Vous n'avez pas d'honneur. Je ne suis qu'un rat. Vous n'avez pas l'honneur. Je ne suis qu'un rat issu du ruisseau. Allons donc. Vous vous mésestimez. Les gens de votre guilde forment une sorte d'élite dans cette puissante cité. Votre nom, je vous prie. Je serais froissé si vous me refusiez ce simple retour de politesse. Je n'ai pas confiance. Je veux parler au sénateur Ducator. Un éclair de colère traversa son regard. Il brandit vers moi 3 doigts tendus, si brusquement que j'eus l'impression qu'il voulait me griffer au visage. Ses tresses ondulèrent légèrement, parcourus par un mouvement fugace reptilien. Ses pupilles se dilatèrent comme les yeux d'un chat. « Ton nom !» cracha-t-il avec une voix de commandement. Je sentis tout mon corps secoué par une onde de force. Mes dents s'entrechoquèrent, et les larmes me vinrent instantanément aux yeux. « Benvenuto Gesufal !» expirai-je en un souffle. Puis j'eus la sensation absurde d'être dénoué, délivré d'une immense tension, et j'éprouvai une légère nausée. Le sorcier me gratifia d'un sourire supérieur. « Eh bien, vous voyez que ce n'était pas si difficile que cela, Don Benvenuto. » Ce fumier m'avait pris par surprise. J'avais été certes stupide de ne pas penser qu'il emploierait sa magie. Cela me rendit furieux, aussi bien contre lui que contre moi-même. Je n'allais pas me laisser avoir aussi facilement. Je me mis à compter. 1 florin, 2 florins, 3 florins. Le sorcier haussa un sourcil étonné. « Tiens, une défense numérique, releva-t-il. Un peu primitif comme système, et pas toujours très fiable. Mais ce n'est pas très connu. Je comprends mieux comment vous avez résisté à ma volonté. Vous êtes décidément un garçon plein de ressources, Gesufal. »« Cause toujours, me disais-je in petto. 4 florins, 5 florins, 6 florins. » Il sembla réfléchir un peu. Ce qui m'inquiétait, c'était qu'il avait l'air plus amusé que contrarié. Je lui posais un problème, mais j'avais le sentiment très désagréable qu'il ne lui semblait pas très ardu à résoudre. 7 florins, 8 florins, 9 florins. « Vous êtes dans une mauvaise passe, Gesufal, » finit-il par dire très lentement. « Si vous faites obstruction à mes investigations, j'en déduirai que vous avez quelque chose à cacher. Si vous avez quelque chose à cacher, j'en déduirai que vous tramez quelque chose de déloyal à mon encontre ou à l'encontre de sa seigneurie. Dois-je encore vous exposer mes conclusions ? 10 florins, 11 florins, 12 florins. » Son raisonnement suivait une logique imparable, et je ne tenais pas particulièrement à prendre connaissance de ses conclusions. Si je voulais rencontrer le sénateur, il me fallait baisser sa garde. D'un autre côté, dès que je cesserais de compter, je savais que Sassanos pourrait fouiller mon esprit de fond en comble comme un vieux lutrin. Une grande partie de ma stratégie reposait sur l'effet de surprise, mais si le sorcier m'arrachait mes hypothèses et ma tactique, puis les examinait tranquillement avec le podestat, je pouvais dire adieu aux seuls atouts qui me restaient en main. Lessivé, Benvenuto. Une mauvaise passe, il l'avait dit lui-même. 13 florins. 14 florins. 15 florins. Sassanos restait impassible. Toutefois, je devinais qu'il commençait à s'impatienter. Je réfléchissais à toute vitesse, mais mes pensées tournaient en rond. Il fallait trouver une solution, une voie médiane, détourner la négociation du rapport de force où nous étions engagés et où je n'avais aucune ouverture. Soudain, j'eus une intuition, lumineuse.
Je m'arrêtai de compter. D'accord, vous avez raison, ai-je concédé. Et si je suis venu, c'est précisément parce que je n'ai rien à cacher. Vous m'envoyez ravi, susurra le sorcier. Nous allons donc pouvoir entreprendre notre entretien sur des bases plus saines. C'est aussi mon souhait. De toute façon, je ne suis pas en situation de discuter. Seulement... J'aimerais savoir si c'est sa seigneurie qui vous envoie. Il m'adressa une moue suffisante. Naturellement, Guessoufal. Je suis le conseiller privé de sa seigneurie. Vous ne répondez pas précisément. Vous m'avez dit à l'instant que sa seigneurie siégeait depuis l'aube au palais curial. Dès lors, comment avez-vous réussi à le contacter? Et vous a-t-elle, sa seigneurie, explicitement demandé de m'interroger? Son visage brun redevint de marbre, mais il ne me répondit pas. Donc, votre démarche est une initiative personnelle, continuai-je, persuadé de tenir le bon bout. Une initiative loyale, je n'en doute pas, mais les informations que je peux livrer sont brûlantes. Elles mettent en cause de très hauts personnages de la République. Êtes-vous sûr que sa seigneurie apprécierait que vous les extorquiez sans sa permission expresse, à un indicateur venu les délivrer en personne? Je vis un éclair de haine briller rapidement sous les paupières sombres du sorcier. J'avais touché juste. Mais Sassanos reprit très vite le contrôle de son expression. Il adopta un air blasé. « Vous avez peut-être raison, » admit-il. D'un geste négligent, il prit la cruche, en remplit le gobelet. Mes yeux se braquèrent sur ses mains, et je passai involontairement la langue sur mes lèvres craquelées. Le frais gazouillis de l'eau me chanta aux oreilles, comme la plus divine des musiques. « Nous allons devoir attendre la fin de la session du Sénat et le retour de sa seigneurie, » reprit le sorcier. Puis sans hâte, il saisit le gobelet rempli à ras-le-bord et le porta à sa bouche, et but à grands traits. Il déposa la timbale, essuya ses lèvres humides. J'eus un mal de chien à dissimuler ma frustration, mais je ne pus empêcher ma glotte de faire des allers-retours frénétiques. Il m'adressa un demi-sourire. « Attendre probablement longtemps, » ajouta-t-il. Il se releva, corrigea de la paume les cils de sa gandoura, les plis de sa gandoura. « Quelle chaleur !» commenta-t-il. « Vous n'êtes pas trop incommodé ?» Et sans attendre de réponse, il s'éloigna tranquillement. Juste avant de s'engager par la trappe, il se retourna encore vers moi. « J'espère sincèrement que ce que vous aurez à révéler à sa seigneurie saura retenir son attention, » dit-il. Le sénateur Ducator manque de patience avec les opportuns, avec les importuns, et vos chances de sortir vivant de ce palais sont déjà minces.